Voilà. Merci infiniment, Jacques, d'être là, de prendre Oui, ce temps avec nous. C'est une chance. Je crois qu'on mesure tous notre chance de t'avoir un petit moment là oui, avec nous. Et donc, je trouvais que c'était eh bien une jolie opportunité pour pouvoir avoir cette conversation informelle et d'être entouré de personnes qui certainement connaissent ton travail ou pas encore, peut-être. Pourtant, tu es un écrivain, auteur prolixe, on dit ça? ça peut décourager les gens aussi. Marche chance dans sa verse, oui. En se Et, disant que si on met le doigt dans l'engrenage, on en a pour longtemps. d'accord, écoute, je n'ai pas encore écrit de livre, mais je t'appellerai le jour où je sens que mon doigt rentre dans l'engrenage. Effectivement, Voilà, oui. tu as cette capacité à, est-ce que je peux dire ça, de démocratiser la méditation d'une manière assez phénoménale pour nous, les francophones. Oui. Et quel est l'impulse de cela pour toi? Donc, j'ai reçu des enseignements de vrais méditants, hein, le Swami Vijayananda et Tenzin Palmo en Inde. Et donc, moi, je prétends pas être un grand méditant parce que je suis pas mal dans la communication, dans les tournées, mais au moins, j'ai reçu pendant 25 ans avec Vijayananda ces enseignements. Et puis, depuis 10 ans avec Tenzin Palmo. Et donc, je trouve que c'est bien de les transmettre comme je peux. Voilà. Et bon, j'essaie de faire le lien avec la psychiatrie, les neurosciences. C'est pas, je dirais, l'élément complètement principal, mais ça aide bien quand même de nos jours pour que les gens aient confiance et se lancent dans une pratique, puis après ils voient par eux-mêmes. Et puis, quelque part, ça permet d'avoir effectivement un langage commun pour nous, les Occidentaux, qui aimons en fait comprendre et qui avons cet outil effectivement de la psychanalyse ou de la psychologie. Oui, oui, et puis des neurosciences modernes aussi, voilà, avec le cerveau, on sait quand même des choses assez précises et ça peut expliquer mieux comment les méditations traditionnelles marchent. C'est un besoin de synthèse, hein. Les Jaïnes, à leur époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, au temps de Mahavir, avaient fait des synthèses de toutes les connaissances de leur époque pour expliquer le monde, y compris la psychologie, donc avec l'enseignement de méditation jaïne. Le bouddhisme a moins insisté sur l'explication du monde physique, il est resté plus dans le domaine psychologique, ce qui fait qu'il est moins démodé maintenant parce que la psychologie reste la même, alors que la vision de la physique, évidemment, ça a changé depuis 25 siècles. Mais bon, il y a ce besoin de synthèse. Et quand on regarde l'histoire de la Bible, le récit de la création était pour le 8e siècle avant Jésus-Christ ou le 10e siècle avant Jésus-Christ la synthèse de l'époque. Sauf que maintenant, bon, voilà, ça a bougé. Et donc, à chaque époque, on cherche à faire ses synthèses avec ce qu'on connaît à gauche, à droite. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec ce que l'on sait au niveau du physique, et on Oui, a des informations eh bien, qui sont florissantes, en tout cas dans ce domaine-là. On a une remise en question qui est fondamentale sur notre compréhension du vivant, comment vivre ce corps. On a finalement utilisé depuis des centaines d'années une cartographie pour essayer de saisir ce processus créatif qu'est le corps. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que, eh bien, on s'est fourvoyé et donc on évolue finalement dans notre vision de ce médium là et de pouvoir peut-être s'ajuster un peu plus avec plus de cohérence, plus de congruence aussi à cette manifestation physique en fait. Donc peut-être sortir de cette vision fragmentée, isolée de systèmes, de muscles, d'os, d'organes, de systèmes, mais plutôt d'avoir une vision beaucoup plus intégrative et finalement, peut-être faire, finalement, c'est mon souhait en tout cas, d'avoir une mise à jour aussi fondamentale et de faire ces ponts magnifiques avec tout ton travail. oui, j'ai lu récemment des choses sur l'Alzheimer et justement, l'auteur faisait intervenir des notions finalement de biotenségrité
parce qu'il disait qu'il y a un endroit où il y a 6 couches du cerveau de cellules qui se réduisent à 5 et ça fait une compression et cette compression abîme les cellules, les fait souffrir et change le métabolisme du sucre et finalement elles deviennent Alzheimer, elles se mettent à produire la protéine tau, etc. Et donc c'est intéressant de voir que ça pénètre même l'explication de maladies difficiles à comprendre comme l'Alzheimer. Il y aurait des compressions à certains endroits qui endommageraient les cellules et feraient le début de l'Alzheimer. Et avec finalement cette théorie émergente de la biotenségrité qui a même pas 100 ans finalement, c'est basé sur le travail de cet architecte américain Buckminster Fuller, eh bien on a aujourd'hui très peu de recul, mais c'est très très prometteur finalement ce nouveau modèle de compréhension de la structure vivante où un docteur, un chirurgien orthopédiste, Stephen Levin, qui lui a, eh bien, depuis 40 ans, essaye de démontrer en fait que la tenségrité s'applique au corps et pourrait être un moyen d'explication que tout est lié, tout fonctionne comme un tout et ce tout-là a des propriétés émergentes et sa propre bio-intelligence. Oui, quand j'ai été étudiant en physique avant de faire médecine, et alors on avait des calculs un peu compliqués pour comprendre comment est-ce que les forces se répartissaient dans un treillis. Par exemple, quand on fait un toit avec des tas de poutrelles dans tous les sens, on peut calculer les forces sur chaque poutrelle. Donc déjà à l'époque, je trouvais ça un peu compliqué, mais avec le corps où les tissus sont vivants, les os ont une résistance plus forte que les fascias, etc., comment est-ce que ça se combine, ça devient encore plus complexe, oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est complexe parce qu'on a eu jusqu'à présent une vision très linéaire du corps. Oui. Et on essaye de s'intégrer, s'incorporer, enfin s'incarner en fait dans cette expérience de vie. Et pourtant, on a toujours cette vision très fragmentée du corps. Donc aujourd'hui… Oui, puis en anatomie, c'était basé sur le cadavre. Alors voilà, ce n'est pas très réjouissant. Non, c'est vrai, et c'est vrai que là, effectivement, ça manque de cohérence quand on se dit que ça fait 450 ans qu'on essaye d'appliquer des informations qui viennent de tissus, justement, morts, pour essayer d'expliquer le vivant. Donc, c'est très enthousiasmant, finalement, ce moment que nous vivons en ce moment, par rapport à cette émergence, justement, d'un nouveau modèle de compréhension. Alors oui, il est peut-être complexe maintenant de pouvoir le saisir parce que on a notre grille de lecture linéaire. Et donc, comme toutes les mises à jour, ça prend un peu de temps, mais ça donne tellement de sens et tellement de reliance aussi avec le propos du yoga, en fait. Oui. Tu vois? Et quand tu nous dis, toi, la méditation, c'est vraiment un remède extrêmement puissant à notre chaos intérieur. Et puis, pour te citer d'ailleurs, car cela nous relie à notre vrai soi, au-delà des facettes innombrables et éphémères de notre petit moi. Et en fait, c'est comme si trouver un autre… C'est bien dit, il faudrait que je lise cet auteur-là. Oui, il est pas mal. Faut que je le relise plus sérieusement. Ça me ferait progresser. Issu de pratique de la méditation laïque. Voilà. Voilà. Et très bien. Si je suis malade, on me demandera de lire ces bonnes lectures pour me remonter le moral. Et en fait, ce que je trouve magnifique, c'est que ce corps qu'on essaye d'ordonner, d'ordrer en permanence, et ce mental aussi, il faut finalement accepter que c'est un chaos intérieur extrêmement intelligent et qu'il nous faut peut-être trouver d'autres boussoles pour pouvoir naviguer à travers ce chaos intérieur. Ce que tu nous offres finalement avec la synthèse de tous ces enseignements ancestraux et que tu actualises en fait, notamment avec la respiration de la cohérence cardiaque. Enfin, je donne un exemple, mais parmi tant d'autres. Oui. Une nouvelle boussole, quoi. Oui. Et puis alors, quelque chose donc, qui peut compléter la biotenségrité, c'est cette notion d'arrêt liée donc à du point de vue, d'après ce que j'ai compris, du point de vue anatomique, à la substance périaqueducale, substance grise périaqueducale. C'est la substance
qui est active quand ça s'arrête en nous. Et donc, il y a différentes manières d'arrêt, hein, depuis le petit animal qui est terrorisé par un gros prédateur qui arrive et qui fait le mort, et jusqu'à la femme qui allait, donc elle s'arrête aussi, elle a une immobilisation qui là est plutôt une immobilisation d'amour, pas de terreur. Et puis dans la relation amoureuse, il y a des phases d'immobilisation aussi très fortes. Et puis finalement, dans l'extase aussi, il y a des phases d'immobilisation. Et même dans l'orientation d'un animal dans la forêt, pour s'orienter, il faut qu'il s'immobilise. Et donc, ça a des liens très forts avec la méditation. Si on médite tous les jours, par exemple tous les matins, en s'immobilisant, donc, ça permet de s'orienter dans la forêt de la journée, des choses justes à faire, des choses pas justes, etc. Et c'est une vraie forêt parce que tous les jours, il y a des milliers de possibilités justes et des milliers de possibilités pas justes. Oui, Donc, c'est important de s'orienter. Et c'est comme si cette forêt, en fait, elle change de configuration chaque jour. Et pourtant, on est quand même très conditionné par des schémas neurologiques où on va toujours emprunter la même route parce que c'est peut-être la plus sécurisante, peut-être, et en tout cas, ce serait peut-être pas la plus adaptée à la situation. Oui. Et tu proposes vraiment un magnifique travail autour de la tonification du nerf vague, justement, avec, en couplant le MDR et puis avec la cohérence cardiaque. Et ce que je trouve fascinant, parce que c'est une voie, c'est tellement simple comme outil qu'il en devient extrêmement puissant. Oui, oui. Donc, mais alors, il faut une certaine concentration. Et quand on est en face de gens qui souffrent, ce n'est pas forcément évident, hein. Même cette respiration toute simple de cohérence cardiaque, quand on est honnête et qu'on décide de la faire sur 1 minute ou 5 minutes, combien de temps on la fait vraiment? Voilà, et ça, ce n'est pas évident. Je parlais aujourd'hui avec une amie qui pourtant est thérapeute, énergéticienne. Ça fait longtemps qu'elle connaît la méditation, mais là, elle a des problèmes de famille et elle dit, même la cohérence cardiaque qui me calmait bien avant, je ne réussis plus à cause de l'anxiété. Voilà, donc une telle dispersion mentale à cause de l'anxiété que même des exercices simples comme la cohérence cardiaque deviennent impossibles. Voilà, donc c'est le paradoxe de beaucoup de thérapies basées justement sur l'attention et la concentration, c'est que c'est le moment où on en a plus besoin qu'on arrive le moins à les faire parce que voilà, on n'a pas la concentration pour les faire. Donc, il faut bien comprendre cette difficulté. Peut-être d'où l'importance aussi d'avoir plusieurs outils pour Oui. qui puissent s'adapter en fait à l'ambiance du moment. Et effectivement, je pense que c'est pas toujours accessible finalement cette assise et cet état d'attention. Et moi qui suis danseuse et qui viens du mouvement, c'est vrai que je trouve une forme de quiétude, de calme intérieur, de cet îlot de tranquillité finalement dans le mouvement, étonnamment, tu vois. Oui. C'est comme si il me faut aller dans l'autre extrême pour en extraire une substantifique moelle en fait. Parce que c'est trop violent pour moi finalement. Alors, ça fait 20 ans, effectivement, que je pratique différentes techniques de méditation, mais il me faut, en fait, suivant mon état, avoir plusieurs outils. Et finalement, dans la tradition, le rituel est une méditation en mouvement. Voilà. Et ils peuvent faire aussi le rituel de façon visualisée. À ce moment-là, le mouvement devient intérieur. Et donc, c'est la méditation, comme on dit en sanskrit, comme manasik puja, c'est-à-dire puja, le rituel, manasik, mental. Voilà, mais donc ça, c'est important. Et je parlais avec une femme qu'on peut considérer une sage de l'Inde, hein, qui a fait peut-être un des grands monastères de femmes dans l'hindouisme. À l'époque, il y en avait très peu. Et c'était Godavari Mataji. Et elle me disait que c'est difficile d'avoir le vide mental, mais quand on était bien absorbé par le rituel, c'est-à-dire ces mouvements avec des formules qui accompagnaient, éventuellement des visualisations aussi qui accompagnaient, à ce moment-là, elle dit on y arrive. Alors que si on cherche juste à s'arrêter, ce n'est pas du tout évident. Et ça me fait penser, parce que tu le dis assez régulièrement, mais je trouve assez chouette que tu puisses revenir là-dessus, c'est la place de la femme aujourd'hui dans le monde du yoga. Ça, c'est quelque chose que tu portes aussi, hein? Oui,
Oui, oui, oui, oui, avec le lien avec Manon Damayi puis Tenzin Palmo maintenant, hein, qui ont donné enfin, une impulsion à la spiritualité au féminin. Et je pense que voilà, hein, il y a une Shakti, hein, l'énergie, c'est féminin dans l'hindouisme, c'est la Shakti. Et donc, les femmes professeurs de yoga sont porteuses de cette Shakti et donc elles doivent prendre confiance en elles, hein, voilà, et savoir se réunir aussi et puis favoriser des valeurs féminines. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de valeurs masculines dans le monde, mais pour l'instant, il y a un grand déséquilibre avec des valeurs masculines. Certaines valeurs masculines ne sont pas vraiment des valeurs parce que c'est plutôt des antivaleurs, la compétition à tout prix, l'agression, la guerre, etc. Et donc, il y a un travail de rééquilibrage à faire. Ce n'est pas que les femmes doivent prendre le pouvoir, mais les valeurs féminines doivent prendre beaucoup plus d'importance. Et tout ce que tu dis là, ça finalement, ces valeurs-là, eh bien, est-ce qu'on pourrait les mettre en lien avec notre système nerveux de fuite ou de combat et puis de justement pouvoir cultiver cette tonicité vagale pour pouvoir trouver cette paisibilité, je ne sais pas si ce mot existe, mais inventons-le, Oui. et cette rondeur aussi, cette assise, cette rondeur, Oui, cette alors relation. sans vouloir être réducteur, il y a quelque chose d'important et qui, je pense, marche bien. C'est que des démonstrations qu'ont fait Dakely et Newberg dans leurs livres The Mystical Mind, et ils disent quelque chose de très simple. Ils disent quand il y a une expérience de méditation profonde, en général, il y a une co-stimulation du sympathique et du parasympathique. Alors après, bon, c'est un peu schématique, il faut se méfier des schémas simplistes, mais enfin quand même, ça oriente. Le sympathique, c'est plutôt dynamique, action, attention. Le parasympathique, donc relaxation. Et donc, on pourrait, à grands traits évidemment, associer le sympathique au masculin et le parasympathique au féminin. Et à ce moment-là, donc la méditation profonde deviendrait une sorte de mariage intérieur avec une co-stimulation du sympathique et du parasympathique. Ça donne des grandes lignes, mais c'est assez intéressant. Et surtout, donc même si on ne se préoccupe pas de masculin, de féminin, la co-stimulation du sympathique et du parasympathique permet d'expliquer beaucoup de choses. Et moi, je sentais des méditations qui marchaient, que j'ai découvert spontanément, et comme tout le monde, on découvre des modes de méditer spontanément et on s'aperçoit qu'ils marchent bien. Et donc, souvent, quand j'y réfléchis, c'est des co-stimulations du sympathique et du parasympathique. Par exemple, expirer. Donc, en expirant, on se relaxe, donc c'est plutôt parasympathique, et en même temps se redresser. Puis ensuite, rester poumon vide, donc de nouveau relaxation, stimulation parasympathique, et rester encore plus redressé, ce qui correspond à une stimulation sympathique. Et donc, quand on fait les deux en même temps, ben, on a assez rapidement des expériences profondes et intéressantes. Voilà, et donc ça, je l'avais trouvé bon, par la pratique. Et puis après, en révisant, après avoir lu Dakely et Newberg, je me suis dit, mais oui, au fait, je fais une co-stimulation du sympathique et du parasympathique, ce qui n'est pas habituel d'habitude. Quand on expire, on se voûte. Et puis quand on est poumon plein, on est voûté au maximum. Et puis là, on s'endort un petit peu. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut complètement effectivement jouer avec ça avec le mouvement. Hein. Dès lors qu'on retourne à la terre, on retourne dans une activité parasympathique, il y a un ralentissement. Et puis pour pouvoir émerger de terre et se redresser, cette action sympathique. Et effectivement, en jouant avec le souffle, on peut trouver une tonicité en fait globale et puis pouvoir réinformer le système. Mais c'est quelque chose que tu vas, enfin en tout cas, on va beaucoup aborder durant le cursus de Biointegrity Yoga, justement, parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne, ce nerf vague et ce tonus vagal. Et il y a Stephen Porges qui a écrit ce livre qui nous ouvre vraiment les écoutilles sur justement ce nerf vague qui relie tous nos organes vitaux et qui est une évolution finalement de l'animal pour que l'on puisse... Enfin, c'est une évolution de l'humain venant de l'animal pour pouvoir finalement s'orienter dans notre vie et avoir qu'on appelle ça, un lien social. Oui, 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 un lien émotionnel qui ne nous épuise pas
C'est-à-dire, il y a deux systèmes vagues, un système vague ancien qui est massif comme une sorte de frein à main et un système vague qui est récent des mammifères qui est beaucoup plus subtil comme une sorte de frein à pédale. Et donc, dans les relations humaines, il y a souvent des variations. Dans le jeu aussi, il y a souvent des variations. Il faut tout d'un coup être très actif, puis ensuite être réactif. Et donc, c'est important qu'il y ait un système qui soit très fin et qui puisse varier rapidement pour pouvoir s'adapter. Sinon, les animaux primitifs, quand ils ont le stress, évidemment, leur cœur se met à battre plus vite, mais ça dure pendant des heures. Et donc, dans les situations de relations humaines un peu fines ou alors de jeu, ce serait très épuisant parce qu'à chaque fois, quelqu'un nous fait un peu peur dans le jeu ou alors nous dit une parole un peu agressive, si on doit être perturbé pendant des heures, ben, ce n'est pas économique, quoi. Voilà. Hein, et donc, il y a cette sagesse de la nature qui a développé un système parasympathique, donc récent des mammifères, qui est beaucoup plus fin que le système ancien, qui lui est vraiment le frein à main, donc ça bloque tout. Voilà, c'est efficace en cas d'urgence, mais sinon, ce n'est pas très utile. Enfin, c'est encombrant, disons que c'est un système encombrant. Et en fait, enfin, on peut voir hein, durant cette période que nous vivons tous différemment, l'importance justement de développer des outils qui nous permettent de mieux nous orienter et de ne pas subir finalement nos réactions et puis nos schémas neurologiques et de pouvoir retrouver une forme de liberté aussi pour nous orienter et physiquement, et émotionnellement et psychiquement. Oui, ça nous ramène à une phrase fondamentale de Atisha, un maître tibétain du Xe siècle, enfin un maître d'Inde, mais qui était monté au Tibet pour exposer le bouddhisme. Et donc, il dit quelque chose de très simple à l'époque où les Tibétains aimaient beaucoup les secrets et les pouvoirs magiques. Il disait, l'instruction secrète suprême, c'est de toujours observer son propre esprit. Voilà, donc il n'y a pas de pouvoir vraiment magique, mais par contre, si on observe tout le temps son propre esprit, là, on progressera vraiment. C'est la clé de voûte de tout notre système de travail intérieur. On peut le faire dans le mouvement, on peut le faire dans l'immobilité, on peut le faire dans le rêve, même quand on développe le rêve lucide. Et voilà, on peut le faire tout le temps. Et donc, on va être, il y a une trentaine d'enseignants qui vont avoir la chance de pouvoir bénéficier de ton enseignement là, durant toute cette période de 6-7 mois avec Oui, BioIntégrité. ben, ils vont pouvoir me tirer les verres du nez, comme on dit. Et puis bon, Ils vont être déçus, hein, ils peuvent préparer leur parachute. ce que je trouve assez exceptionnel avec toi, c'est ta disponibilité, c'est la capacité que l'on a. Enfin, tu nous laisses t'approcher finalement très proche. C'est très rare, ça. Oui, ben, quand on était à Champéry, il n'y avait pas le choix parce que la salle était petite. De toute façon, on était les uns sur les autres. Virus ou pas virus, on était assez les uns sur les autres. Et là, c'est vrai que sur ce cursus, on va avoir des personnes de différents pays, la Belgique, la France, la Suisse. Oui, et Lison qui est à Auroville. Oui, Lison à Auroville, 3 à Oui. l'île Maurice, Très figure-toi. bien, oui, oui. Donc, effectivement, on tisse une toile là avec ce cursus complètement inédit de BioIntegrity Yoga où il y a différents intervenants qui sont des grands spécialistes dans leur domaine. Et quelle chance de t'avoir avec nous, Jacques. Vraiment, c'est voilà, c'est assez inédit, je trouve, que que tu plonges ton regard aussi et que tu offres tes expériences à un groupe, un nouveau groupe en fait. Je sais que tu as Oui, l'habitude de guider des groupes aussi oui, qui te suivent. Justement, tu as tout passé en Zoom. Tu faisais beaucoup oui, de tournées, tu as beaucoup passé en Zoom. On peut te suivre également sur ton site internet oui. jacquevine.org et regarder. Oui, a priori, pratiquement tout ce que je fais, je le mets ensuite en replay pour les gens qui veulent travailler. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Donc, on va être de grands privilégiés de t'avoir pendant ces 7 mois dans ce groupe, de le mettre en lien avec les fascias, avec la biotenségrité, avec le mouvement somatique, avec une nouvelle lecture des Yoga Sutras
Et aussi avec une dimension dont on ne parle pas souvent, c'est la place de l'enseignant. Et ça, c'est Salim, qui est psychanalyste, qui va amener son regard là-dessus. Il est lui-même enseignant de mouvement et ancien danseur. Et donc, Oui, ça va créer un cocktail assez exceptionnel, quoi. très bien. Et alors donc, il y a Carole qui m'a dit que tu faisais une réunion en août près de Martigny, là. Absolument. Voilà. Ce cursus-là tout va se rejoindre en fait pendant 5 jours à l'hôtel Balance à Martigny, la salle est immense, elle est magnifique. J'ai l'habitude d'enseigner des retraites là-bas et on va être extrêmement bien choyé. Tu es le bienvenu. Et oui, parce qu'en plus, je vais faire la session suivante juste après, hein, Carole t'a dit. Oui, oui, Voilà, donc bah, écoute, je note, hein, parce qu'effectivement, j'aime bien cet hôtel, on a déjà été une fois. Et absolument. voilà, hein, C'est que le docteur également, Michel Taranto, a très envie de venir faire un tour par la Suisse à cette période-là. Donc, ce que je trouverais, comment toi, par exemple, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que les enseignants de yoga, voilà, qu'est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui pour qu'un enseignant de yoga puisse mieux aider sa communauté? Qu'est-ce que tu penses qui manque ou bien quels seraient des éléments selon toi qui seraient fondamentaux et qui pourraient être développés finalement par les enseignants de yoga aujourd'hui? ben, je pense que c'est important qu'ils continuent à travailler la tradition de l'Inde, hein, parce que voilà, les yogis qui ont travaillé leur pratique toute leur vie, qui ont associé ça à la méditation, à une spiritualité cohérente, à une discipline de vie, à des expériences longues de solitude où ils faisaient le travail à plein temps, tout ça, c'est un héritage précieux et c'est bien de se relier avec lui. Bon, c'est pas qu'on va tout assimiler en quelques fois, mais donc continuer à travailler et donc et puis avoir une ouverture méditative, hein, à chaque niveau, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Donc associer le travail corporel à un travail méditatif, ça aussi c'est très important. Et puis aussi donc faire la différence entre le niveau du maître spirituel et le niveau de l'enseignant de yoga, parce que des fois, soit on rejette complètement les maîtres spirituels et du coup on se place au-dessus des maîtres spirituels, parce que si on les critique, ça veut dire qu'on a tout compris, et donc ça peut être finalement assez prétentieux, soit on ne sait pas ce que c'est, on ne s'intéresse pas, et les gens vous prennent plus ou moins comme un maître spirituel, on ne s'aperçoit pas du transfert, et après ça devient compliqué. Donc j'ai abordé ces questions-là dans mon livre Le maître et le thérapeute, et j'y suis revenu ensuite à différentes reprises. Et donc, je pense que cette vie de méditation est quelque chose d'important en même temps que le travail corporel, hein, c'est fait pour se compléter. C'est l'idée de Patanjali, hein, il a 3 niveaux de base avec les yama, niyama, le comportement, le yoga physique, les respirations aussi assez physiques du pranayama. Puis après, ça devient le yoga interne et il y a des choses subtiles. Mais souvent, les gens comprennent ça de travers en se disant, OK, je vais faire pendant 40 ans des postures physiques, puis après, peut-être je ferai un peu de méditation. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein. Dès le début, il faut qu'il y ait l'aspect subtil et comme ça, les deux progressent et s'enrichissent mutuellement. Et c'est vrai que là, dans cette proposition de Biointegrity Yoga, c'est d'amener dans le mouvement eh bien, du subtil, Oui, que finalement, le subtil est dans le corps et c'est pouvoir réveiller et le révéler et avec une autre vision, en fait, un autre regard qu'on a aujourd'hui sur le corps, avec cette vision finalement de la connaissance intuitive qui est pas forcément une connaissance intellectuelle, mais qui est beaucoup plus qui se vit à travers l'expérience et puis à travers une forme de transcendance aussi, parce que c'est peut-être ça qu'on cherche dans le yoga, c'est de se transcender et puis peut-être de s'incarner euh, oui, de vivre sa présence, en fait. oui, Et il y a Heidegger qui, pour lui, le transcendant, c'est excuse mon accent allemand, hein, dont je ne parle pas, c'est le Dasein, qui veut dire être présent, être là, en fait. Pour lui, c'est être au monde. Donc, ce qui est oui. intéressant, Il faut une différence entre Sein et Dasein.
c'est ça, parce que être, Sein, c'est être en général, et Dasein, c'est justement, oui, être là, être en contact, quoi, oui, avec le monde ou ce qui nous apparaît à notre conscience. Et cela, est-ce que ce ne serait pas notre quête à tous, en fait, tu vois? Oui, oui, oui. Dans le Incorporer. bouddhisme, le Bouddha disait à ses disciples, je suis venu vous enseigner le subtil. Et il a porté une grande importance à la perception du corps. Hein, donc, la purification qu'il propose de l'esprit passe beaucoup par dénouer les nœuds du corps, les prendre en conscience et comprendre à quels nœuds mentaux ils correspondent. Et il dit, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans des nœuds mentaux, revenez au corps et clarifiez les nœuds du corps et les nœuds mentaux se résoudront. Donc, c'est toute la perspective du Vipassana, mais c'est aussi celle des pratiques psychocorporelles. C'est vrai que aujourd'hui, avec ce qu'on sait sur le fascia, eh bien, quand on a des nœuds corporels, eh bien, c'est vraiment comme un collier en fait. C'est quand on a un nœud dans un collier, eh ben, on ne va pas tirer dessus. Sauf qu'on a cette habitude dans le corps, quand on sent une tension, on veut l'étirer. Or, on va réveiller ce mécanisme de protection du corps. Donc, et au bout d'un moment, si on continue à étirer, à étirer, à étirer, et c'est souvent ce qu'on voit, on confond finalement dans la pratique physique du yoga, cette souplesse finalement, cet agrégore de la souplesse, et où on vient eh bien, assez souvent désamorcer le processus de protection naturelle du corps, que quand il y a une tension, elle a sa raison, et que plutôt que de tirer dessus, eh bien, on va aller la travailler, la rencontrer, la traverser, jusqu'à ce que cette tension, qui n'est pas quelque chose de négatif, parce qu'on a besoin de tension dans ce monde pour, Oui, pour vivre avec la gravité, eh bien, ça va être finalement de la diffuser et de pouvoir la réincorporer, cette tension, en fait, oui, plutôt que vouloir l'enlever à tout prix. oui. Et je trouve toujours très magnifique cet aller-retour justement avec une tension mentale, une tension physique et, et de faire ces allers-retours permanents et de ramener toujours un peu plus de cohérence finalement. Dans... Une tension, c'est comme un glaçon, et en faisant fondre le glaçon, on récupère l'eau pour une circulation de cette eau dans les canaux, quoi. Magnifique, surtout qu'on sait que le fascia est notre, système de communication par excellence, que l'information dans nos fascias voyage comme l'information dans l'eau, presque à 700 km/h. Et Oui, donc, ça va bien plus vite qu'à travers notre système nerveux et notre compréhension. Donc, oui, effectivement, de fluidifier, de trouver une danse, en fait, entre une forme de densité et une forme de fluidité qui nous permettent d'être cohérents et d'être fonctionnels dans ce monde oui, et mettre un pied devant l'autre, quoi. oui. Euh, Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui participent à ce live avec Jacques? Alors, vous pouvez les écrire dans le chat ou bien ouvrir vos micros. Oui. Impressionné. C'est pas le moment de l'examen, il faut encore poser des questions. Au moment de l'examen final, c'est moi qui poserai les questions. Écoute, Jacques, je pense que les questions vont fleurir. Sortir naturellement, oui, oui, oui. Pas de problème. On peut être, comme tu dis, un peu saisi eh bien, par l'éminence que tu es vraiment et ce qui est Non, mais j'ai à travailler sur la question des fascias et la biotenségrité. Hein, les fascias, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais je n'ai jamais eu le temps vraiment de plonger dedans. Mais j'ai deux amis qui connaissent très bien la question, puis tu m'as recommandé deux livres aussi. oui, Donc et voilà, puis là, je vais tâcher on de a la travailler chance ça. d'avoir une Française francophone, ostéopathe, embryologiste, qui va enseigner durant le cursus, Michel Taranto. Et donc, la semaine prochaine, on sera avec Michel
Tu es bien évidemment conviée à cela pour qu'elle puisse nous faire un cours magistral justement le dynamisme des fascias dans la biotenségrité. D'accord, ben oui, effectivement. Donc, je vais regarder le programme. Oui, tu m'as envoyé le programme, donc je vais regarder pour savoir si je peux le suivre. Oui, c'est très bien. C'est exceptionnel, c'est une chance phénoménale qu'on a tous de te savoir à bord de cette aventure BioIntegrity Yoga. Merci infiniment, Jacques, de ta Oui, confiance et puis de ta disponibilité toujours. oui, puis pour nous qui avons beaucoup travaillé en présentiel, rebondir par Zoom, ben, c'est bien, c'est l'esprit de l'époque. Hein, donc, voilà, pour toi aussi qui a eu cette salle longtemps à Genève, Oui. rebondir par Zoom, oui, c'est ça, c'est pas si facile, mais ça nous bouscule un peu. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça permet d'élargir justement des gens d'Auroville, des gens de Maurice, etc. Oui, 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 oui. Et puis, pour citer le docteur El Amrani Joutet, qui a développé la dynamique matricielle, eh bien, lui, il parle qu'il faut épouser son époque, parce que cette époque, elle rentre dans une phase ondulatoire, en fait. Donc, il y a une grosse mise à jour, effectivement, et ce médium de Zoom est quand même assez phénoménal. Quand on dépasse le j'aime pas, on a quand Oui, même accès à toi, notamment, et puis à Anna qui sera au Brésil, à James Earls qui lui sera aux Bermudes, va enseigner des Bermudes, oui. des Baronnies, Michel de Oui. Paris, Carole de Vevey et Salim de Paris, et puis Oui, et au point de vue conscience, ça fait vraiment se poser des questions. Pendant le premier confinement, on était très nombreux pour la méditation guidée, c'était 350 ou 400. Et il y avait des gens à La Réunion, des gens aux États-Unis, des gens en Australie, et, enfin, ou une personne aux États-Unis, au moins une personne en Australie. Et donc, moi, je faisais ma méditation guidée comme si on était dans une salle avec 5 personnes. Et donc, l'idée de la méditation guidée, on dit des choses qu'on sent. Et puis, dans les secondes qui suivent, les gens entendent et essaient de sentir la même chose. Sauf que là, ça partait sur toute la planète. Voilà, donc c'est quand même, point de vue conscience, quelque chose d'intéressant. Hein, oui. qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais c'est vrai que je le mets souvent en parallèle avec justement ce fascia qui est ce réseau de communication dans notre corps, notre intranet, en fait. Oui, Tu vois, et de tout à coup de pouvoir autant nourrir cet intranet, mais qu'on puisse être reliés les uns aux autres en faisant ce travail-là dans notre intranet et d'être reliés à travers Internet et de tisser finalement un nouveau réseau social. Et c'est la tenségrité. oui, Et au niveau à travers le monde, planétaire, oui, oui. effectivement, donc c'est une fractalisation aussi. C'est sur la grande échelle, comme la toute petite échelle microscopique au niveau atomique ou au niveau mondial. Et ça, c'est assez fou ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, d'être ensemble, pas dans le même espace, ou être ensemble, mais à des moments différents. C'est assez fort quand même. Hein. Est-ce qu'on Oui. n'est pas en train de transcender le temps et l'espace? Ben, il y a un vieux paradoxe qu'avait souligné un maître soufi, c'était Bayazid Bistami, et il disait ô combien de proches sont lointains, ô combien de lointains sont proches. Mm. Oui, c'est un Paradoxe. remodelage total. Hein, Oui, avec ces sessions de Zoom, on se retrouve avec des gens qui sont loin physiquement, mais qui sont proches par l'esprit. Et puis, à l'inverse, ben, il peut y avoir des voisins qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et voilà, hein, on pourra parler la pluie ou du beau temps, mais pas de grand-chose d'autre, parce que voilà, c'est comme ça. Et ça nous permet aussi de nous relier justement par groupe de personnes qui ont les mêmes affinités pour pouvoir travailler de manière collégiale et collective, justement pour porter un collectif, puis peut-être, mais de faire ce travail intérieur et personnel. Et puis ça, c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup, c'est ce travail personnel que l'on peut faire chacun, eh bien, on le redonne à la communauté, au collectif, avec cette vision très altruiste finalement de la méditation. Oui, ça, c'est fondamental. C'est Mm. fondamental. Et puis, bon, la vie, ça vient d'une cellule et beaucoup d'énergie, j'ai étudié ça récemment, beaucoup d'énergie de la cellule, c'est la pompe à sodium et à potassium. Donc, la cellule, je crois, prend du sodium et l'absorbe,
et rejette du potassium ou l'inverse, hein. Mais en tous les cas, une bonne énergie de la cellule consiste à ça, c'est-à-dire à se différencier de la soupe ambiante, hein. Ça a commencé dans la mer, puis maintenant c'est en plein air, mais l'énergie est constamment en train de se travailler à se différencier de l'extérieur. Et donc, ben, quand on fait un groupe, voilà, hein, on n'est pas dans la télé grand public, on est dans un truc spécifique. Donc, ça nous prend de l'énergie, mais c'est une bonne énergie parce qu'on crée une forme de vie. Voilà, une forme de vie qui est différente de la masse et qui nous permet d'être une cellule vivante. Et puis peut-être aussi d'amener un autre regard et puis avec cette approche évolutive effectivement que l'on propose avec BioIntegrity Yoga. Il y a, c'est Émilie Conrad qui a travaillé pendant 50 ans justement sur la fluidité du corps, une ancienne danseuse et qui a créé le Continuum Movement dont je suis issue. Oui. Et qu'on abordera aussi dans le cursus. Et elle dit qu'effectivement, on nage dans une soupe primordiale. Oui, 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 oui. Comme les amibes, etc. Et à partir de là, on se différencie. Oui, ça m'intéresserait si à un moment tu parles aussi, c'était elle qui parlait d'effets des syllabes sur le corps, hein, j'ai lu. Donc ça m'intéresserait quand tu en parleras, tu me diras pour que je suive, parce que voilà, avec le yoga, on a les mantras semences qui sont peu connus, c'est dans le tantrisme. Et je serais intéressé de voir ce qu'elle a trouvé de son côté là-dessus. En tout cas, merci infiniment, Jacques, pour ta disponibilité. Et puis, je me réjouis, on commence dimanche soir. Oui. En tout cas, c'est le Zoom de bienvenue. Et nous, on va se retrouver, je crois, dans 2 semaines pour un premier live avec toi. Oui. D'accord, le mercredi matin, c'est ça, oui. Oui. Donc, tu m'enverras le lien, voilà. Bien sûr, il y a toujours tous les replays. Et puis, si pour les personnes qui regardent, vous aviez des questions concernant, je sais qu'il reste 2 places encore dans ce cursus. Et donc, envoyez vite un email à formation avec un s @namaha.ch ou envoyez un message privé et on vous répondra assez vite. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Jacques. À tout vite. Allez. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce live avec nous. Très bien. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.